Que se passe-t-il lorsque les criminels les plus dangereux transforment la prison en terrain de chasse? De Charles Bronson, qui terrorisait les gardiens et les détenus avec ses accès de violence, à Thomas Silverstein, dont les attaques impitoyables ont même coûté la vie à des agents pénitentiaires, ce sont les détenus les plus dangereux qui n'ont pas seulement survécu derrière les barreaux. Ils ont semé le chaos et tué tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin, leurs histoires vous donneront des frissons. Êtes-vous prêt à découvrir le côté obscur des murs de la prison? Charles Bronson en 1974. Charles Bronson a été incarcéré pour la première fois à 21 ans pour cambriolage avec circonstances aggravantes, vol avec intention de commettre un délit, et possession d'une arme à feu. Il a été envoyé à la prison à Chêne de Liverpool, aussi appelée Walton, une prison de catégorie B pour hommes. Initialement condamné à 7 ans, sa peine a été allongée à plusieurs reprises à cause d'attaques violentes contre le personnel et les autres détenus en 1975, 1978, 1985. En 1997, il a pris en otage un directeur adjoint de prison et plusieurs autres personnes, ce qui lui a valu une condamnation supplémentaire de 5 ans. En 1999, il a séquestré un professeur d'art pendant 3 jours dans la prison de Hull, traumatisant gravement sa victime. Suite à ces incidents, une unité spéciale a été mise en place pour minimiser les risques qu'il représentait. En 2014, il a reçu 3 ans supplémentaires après avoir agressé un directeur de prison. Bronson a été transféré entre plusieurs établissements au cours de son incarcération. Après une tentative de suicide et l'agression d'un gardien, il a été envoyé à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor en 1978, puis à l'hôpital de Rampton, où il a eu des difficultés d'adaptation et a tenté d'étrangler John White, un autre détenu. Retransféré à Broadmoor, il a aussi tenté d'étrangler un autre détenu. Heriberto Rivera-Negron. Le 18 septembre 2024, un incident violent a éclaté au centre correctionnel de Sousa Baranowski à Lancaster, dans le Massachusetts. Heriberto Rivera-Negron, en compagnie de 2 autres détenus, a été impliqué dans une attaque contre des gardiens. Ces 3 hommes étaient déjà réputés pour leur historique de crimes violents. Rivera-Negron avait précédemment été condamné pour vol à main armée et trafic de drogue, tandis que Crespo et Tapia, également reconnus pour leur violence, avaient des antécédents d'attaque à l'arme blanche et de tentative de meurtre. L'attaque a été captée par les caméras de surveillance, montrant un gardien marchant dans une zone commune quand un détenu l'a soudainement attaqué, probablement avec une arme improvisée. Bien que le gardien ait réussi à neutraliser le premier agresseur, 2 autres détenus l'ont rapidement rejoint dans la lutte, nécessitant l'intervention de plusieurs autres agents pour maîtriser la situation. 5 gardiens ont été blessés durant cette altercation et ont nécessité des soins hospitaliers. Suite à cet incident, le syndicat des agents pénitentiaires du Massachusetts a exigé des mesures immédiates pour améliorer les protocoles de sécurité, incluant des fouilles tactiques régulières et des poursuites accélérées contre les détenus impliqués. En réaction à l'agression, Rivera-Negron, Crespo et Tapia ont été placés en isolement, en attendant l'ouverture d'une enquête approfondie et leur comparution devant la justice pour voies de fait et tentative de meurtre avec une arme. La situation soulève des questions cruciales sur la sécurité et la gestion des détenus à haut risque dans le système carcéral. Cody Taylor, 32 ans, et David Gomez, 58 ans, déjà connus pour leur comportement viol, sont suspectés d'avoir mortellement agressé Mario Campbell, 36 ans, le 15 janvier 2025. L'incident a eu lieu dans la cour principale d'exercice de la prison, où Taylor et Gomez ont brutalement attaqué Campbell. Les gardiens sont intervenus rapidement, utilisant des agents chimiques pour stopper l'altercation peu après 17 heures. Malgré les efforts pour le sauver, Campbell a été déclaré mort à l'hôpital à 18h30. La découverte de 3 armes improvisées sur les lieux indique que l'attaque était préméditée. Taylor et Gomez ont été placés en détention immédiate, et une enquête pour homicide a été ouverte par les autorités. Campbell, qui purgeait une peine de réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle depuis 2009 pour des crimes graves, était connu pour ses antécédents de pénétration forcée, séquestration et cambriolage avec effraction. Cet événement tragique met en lumière les tensions et les dangers constants au sein des prisons de haute sécurité et pose des défis significatifs pour les responsables chargés de maintenir l'ordre et la sécurité dans ces établissements. Joanna Dennehy, déjà tristement célèbre pour ses crimes violents, a continué à semer la terreur depuis sa cellule en élaborant un plan macabre pour assassiner une gardienne de prison et s'évader de l'établissement pénitentiaire de Hereford. Emprisonnée à vie, Dennehy a conçu un plan qu'elle a détaillé dans son journal intime,
impliquant l'assassinat d'une gardienne pour s'emparer de ses clés et lui couper les doigts afin de contourner le système de sécurité biométrique. Pour réaliser cette évasion, elle avait recruté l'aide de 2 autres détenus. Le personnel de la prison a découvert le complot avant qu'il ne puisse être mis en œuvre, reconnaissant immédiatement la menace sérieuse que cela représentait, non seulement envers leur propre sécurité mais aussi envers l'intégrité de l'ensemble du système pénitentiaire. Cette découverte a ajouté une note encore plus sombre à la réputation de Deney, qui avait déjà été condamné pour plusieurs meurtres et tentatives de meurtre. Face à cette nouvelle tentative de violence, les autorités ont placé Deney en isolement pendant 2 ans, une mesure jugée nécessaire pour assurer la sécurité des gardiens et des autres détenus. Cette décision a conduit Deney à contester son traitement en isolement comme une violation de ses droits humains, demandant des dommages et intérêts lors d'une procédure judiciaire qui a provoqué de vifs débats. Robert Maudsley, surnommé le « Hannibal Lecter de la vie réelle » pour sa série de crimes brutaux, a passé plus de 45 ans en isolement, un record pour un prisonnier moderne au Royaume-Uni. Sa réputation de violence extrême a nécessité des mesures de sécurité exceptionnelles pour protéger le personnel pénitentiaire et les autres détenus. Maudsley a commencé son règne de terreur en 1974 avec le meurtre de John Farrell, après que Farrell lui eut montré des photos d'enfants qu'il avait abusés, ce qui a déclenché chez Maudsley une rage meurtrière. Suite à sa condamnation pour ce crime, il a été placé à l'hôpital de Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Cependant, sa tendance à la violence n'a pas diminué. En 1977, il a coperpétré le meurtre de David Francis, un autre détenu condamné pour pédophilie. En raison de cet acte, Maudsley a été transféré à la prison de Wakefield, souvent appelée le « manoir des monstres ». Sa notoriété a atteint un nouveau sommet en 1978, lorsqu'il a tué 2 autres détenus, Sally Darwood et William Roberts, en une seule journée. Ces meurtres ont définitivement établi sa réputation d'individu extrêmement dangereux, ne pouvant interagir en sécurité avec personne. Pour gérer le risque qu'il représente, Maudsley a été placé dans une cellule spécialement conçue pour lui seul, similaire à celle d'Hannibal Lecter dans « Le silence des agneaux ». Cette cellule est équipée de parois de verre épais et d'une unique heure de sortie par jour, durant laquelle il est surveillé par 6 gardiens. Son environnement est spartiate, avec seulement une dalle de béton pour lit et des meubles en carton, afin d'empêcher toute possibilité d'agression. La vie en isolement prolongé de Maudsley soulève des questions complexes sur les implications éthiques et pratiques de la gestion des détenus les plus dangereux. Jason Barnum, mieux connu sous le surnom d'Eyebal à cause de son tatouage qui recouvre le blanc de son œil droit, représente une figure particulièrement intimidante et dangereuse dans l'univers carcéral. Originaire de New York et élevé dans un contexte de difficultés économiques et familiales durant les années 1980, Barnum a été contraint de grandir rapidement dans un environnement hostile. Sa carrière criminelle a pris racine dès le lycée, époque à laquelle il a commencé à se débattre avec la toxicomanie. La pression de ses pairs l'a poussé vers des activités illicites, notamment le vol et le trafic de drogue. En 2012, alors que la police enquêtait sur une série de cambriolages et de vols de voitures, Barnum s'est retrouvé coincé dans les toilettes d'un hôtel. C'est là qu'il a ouvert le feu sur les agents, déclenchant une fusillade au cours de laquelle il a été blessé. Pendant son arrestation, il a avoué que ses actes criminels étaient motivés par le besoin de financer sa dépendance à l'héroïne. Thomas Silverstein, surnommé « Terrible Tommy », était l'un des criminels les plus redoutés des États-Unis, tristement célèbre pour ses actes de violence extrême, y compris l'assassinat brutal d'un gardien de prison. Cet incident tragique a eu lieu à la prison de Marion, Illinois, où il a tué l'officier Merle Klutz, marquant l'un des 4 meurtres pour lesquels il avait été condamné. Malgré l'annulation de l'une de ses condamnations, la brutalité de ses crimes a conduit Silverstein à passer les 36 dernières années de sa vie en isolement. En tant que leader influent de la fraternité aryenne, un gang de prison notoire, Silverstein avait une réputation alimentée tant par son comportement viol que par ses affiliations dangereuses. Il était détenu dans la section de haute sécurité de la prison fédérale ADX Florence au Colorado, dans une cellule conçue spécifiquement pour un isolement extrême, ce qui en faisait le détenu ayant passé le plus de temps à l'isolement au sein du bureau des prisons des États-Unis. Au moment de sa mort, Silverstein soutenait que les conditions rigoureuses de l'isolement avaient exacerbé ses tendances violentes. Sa présence à ADX Florence était une mesure de sécurité critique, non seulement pour protéger les autres détenus mais aussi le personnel pénitentiaire, nombreux étant ceux qui évitaient tout contact avec lui en souvenir de l'officier Klutz. Jacques Unterweger, surnommé Johann Jacques Wegen, est un cas notoire dans l'histoire criminelle autrichienne et internationale. Avant de devenir tristement célèbre pour ses actes meurtriers, Unterweger avait déjà un casier judiciaire marqué par de petits vols et plusieurs séjours en prison.
sa criminalité a pris une tournure particulièrement sombre en 1974 lorsqu'il a étranglé une femme avec son propre soutien-gorge, un modus operandi qu'il a répété avec environ une quarantaine d'autres victimes. Sa violence ne se limitait pas à ses actes meurtriers, mais s'étendait également à son comportement en détention. En effet, Unterweger s'est montré particulièrement dangereux pour le personnel pénitentiaire, attaquant à plusieurs reprises les gardiens, ce qui témoigne de sa nature profondément violente et imprévisible. Après avoir déménagé à Los Angeles, sa série de crimes s'est poursuivie, exacerbée par une apparente capacité à échapper à la capture. Rodney Alcala, surnommé le « Dating Game Killer », a ajouté un chapitre sinistre à son histoire déjà macabre pendant son séjour en prison, en écrivant des articles pour des magazines sous une fausse identité. La révélation que cet écrivain apprécié était en réalité un tueur en série a choqué et horrifié le public. Même derrière les barreaux, Alcala a continué d'écrire, accentuant l'horreur de sa double vie terrifiante. Rodney Alcala s'est rendu tristement célèbre après sa participation à l'émission de télé-réalité The Dating Game, où son comportement troublant n'a pas dissuadé le public de le choisir comme vainqueur. Bien que cette victoire soit devenue une anecdote macabre, la candidate Cheryl a refusé de sortir avec lui, intuitivement troublée par sa présence. Dans les années 1970, Alcala a assassiné au moins 5 femmes reconnues, bien qu'il ait par la suite avoué en avoir tué 34. Les enquêtes suggèrent qu'il pourrait être responsable de plus de 140 décès à travers les États-Unis, ce qui en fait l'un des criminels les plus prolifiques et déroutants de l'histoire américaine. Ottie Toole, une figure notoirement violente, est tristement célèbre pour ses aveux d'avoir tué plus de 100 personnes, souvent aux côtés de son complice Henry Lee Lucas. Parmi ses crimes les plus infâmes figurent l'enlèvement et le meurtre d'Adam Walsh, le fils de 6 ans de John Walsh, animateur de l'émission America's Most Wanted. Ce crime odieux, commis en 1981 dans un magasin Sears à Hollywood, en Floride, a marqué l'opinion publique et a valu à Toole le surnom de « tueur à confession » en raison de ses multiples aveux. Cependant, les confessions de Toole étaient marquées par des incohérences et des contradictions, suscitant doutes et controverses sur leur véracité. En dépit de ces incertitudes, ces aveux ont eu un impact profond sur les enquêtes criminelles et ont laissé de nombreuses familles dans l'incertitude. En 1983, Toole a été arrêté pour incendie criminel et condamné à 20 ans de prison. En raison de sa réputation et du danger qu'il représentait, il a été placé en isolement dans un régime spécial pour assurer sa sécurité ainsi que celle des autres détenus. Toole est décédé en prison le 15 septembre 1996 des suites d'une cirrhose du foie, mettant fin à sa vie tumultueuse mais laissant derrière lui un héritage de mystère et de douleur. Rosemary West, une figure sinistre dans l'histoire criminelle du Royaume-Uni, est tristement célèbre pour avoir assassiné au moins 10 jeunes femmes avec son mari, Fred West. Le couple a transformé leur maison située au 25 Cromwell Street à Gloucester en un véritable lieu d'horreur, où ils ont démembré et enterré la plupart de leurs victimes dans la cave, qui servait de chambre de torture. Parmi les victimes se trouvaient 2 membres de leur propre famille, dont leur fille, Anna-Marie, qui a subi des abus inimaginables. Le calvaire d'Anna-Marie était d'une cruauté indescriptible, elle était régulièrement maltraitée par son père tandis que Rosemary la maintenait immobilisée. Ces sévices étaient accompagnés de menaces constantes, lui interdisant de révéler à quiconque les horreurs qu'elle endurait. L'affaire a finalement été mise en lumière grâce aux efforts de l'inspecteur Hazel Savage. En août 1992, une perquisition minutieuse de Cromwell Street a été ordonnée, aboutissant à l'arrestation du couple en décembre 1994. Fred West a été inculpé de 12 chefs d'accusation de meurtre mais s'est suicidé en prison avant de pouvoir être jugé. Rosemary, quant à elle, a été jugée en octobre 1995, et le 22 novembre de la même année, elle a été reconnue coupable de 10 chefs de meurtre et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Gary Ridgey. De 1982 à 1998, Gary Ridgey, mieux connu sous le nom de Green River Killer, a semé la terreur dans l'État de Washington, se rendant coupable de la mort d'au moins 49 femmes, bien que les enquêteurs estiment que le chiffre pourrait atteindre 71. Ces actions brutales le placent parmi les tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. Ridgey ciblait principalement des femmes vulnérables, souvent des travailleuses du sexe ou des fugueuses, qu'il rencontrait le long de la Pacific Highway South. Il gagnait leur confiance, les emmenait dans des lieux isolés où il les étranglait. Il retournait ensuite parfois sur les lieux pour s'adonner à des actes nécrophiles avec leurs dépouilles. Il a acquis son surnom après que les corps de ses 5 premières victimes ont été retrouvés dans ou près de la Green River. La capacité de Ridgey à échapper à la capture pendant près de 2 décennies s'explique par ses méthodes insidieuses et les limites des techniques médico-légales de l'époque. Cependant,
Les progrès de l'analyse ADN en 2001 ont finalement permis de le relier à plusieurs victimes, aboutissant à son arrestation. Pour éviter la peine de mort, Ridgey a accepté de plaider coupable à 48 chefs d'accusation de meurtre, fournissant des détails glaçants sur ses crimes. Même en détention, la nature violente de Ridgey ne s'est pas atténuée. Albert de Salvo, surnommé l'étrangleur de Boston, a semé la terreur entre 1962 et 1964 en assassinant 13 femmes âgées de 19 à 85 ans. Ces crimes ont provoqué une vague de peur à travers Boston, poussant les résidents à prendre des mesures de sécurité accrues telles que l'installation de serrures supplémentaires, de chaînes et l'acquisition de chiens de garde. Les victimes, typiquement retrouvées dans leurs appartements, étaient étranglées avec leurs propres vêtements, ce qui dénotait une approche méthodique et calculée de la part du tueur. Malgré d'intenses efforts d'enquête, De Salvo n'a été arrêté qu'en 1964 pour des délits sans lien avec les meurtres. C'est lors de sa détention qu'il a fait des aveux surprenants, se proclamant l'étrangleur de Boston. Ces aveux ont été accueillis avec scepticisme, beaucoup suspectant qu'il pourrait être le fruit de son désir de notoriété ou d'une pathologie mentale. En janvier 1967, De Salvo a été jugé et reconnu coupable de cambriolage, de vol et d'autres méfaits, entraînant une condamnation à perpétuité. Son histoire a pris un tournant encore plus dramatique lorsqu'en novembre 1973, alors qu'il était incarcéré à la prison d'État de Walpole, il a été assassiné la veille d'une rencontre prévue avec son médecin, où il souhaitait discuter des meurtres de l'étrangleur de Boston. Cette mort prématurée a ajouté une couche supplémentaire de mystère à une affaire déjà complexe. Richard Ramirez, tristement célèbre sous le surnom de « Night Stalker », est devenu l'un des criminels les plus redoutés de l'histoire américaine en raison de sa série de crimes violents qui ont terrorisé Los Angeles au milieu des années 1980. Son règne de terreur a débuté en 1984, semant la peur et l'incertitude parmi les résidents de la ville. Pendant des années, Ramirez a choisi ses victimes au hasard, s'introduisant dans les domiciles pour commettre des meurtres, des agressions et des cambriolages effroyables. Son arrestation le 31 août 1985 a marqué la fin de cette période de terreur. Il a été appréhendé par des citoyens vigilants de l'Est de Los Angeles qui l'ont identifié à partir d'une photo diffusée par la police. Le procès de Ramirez, qui a débuté en 1988, a captivé et choqué le public par sa durée et les détails macabres qui y ont été révélés. Au tribunal, Ramirez ne cachait pas son inclinaison pour le satanisme, affichant des symboles sataniques et proférant des insultes, ce qui ne faisait qu'accroître l'horreur de ses actes aux yeux du public et des jurés. En 1989, il a été condamné pour 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages. Judy Buenoano, surnommée la « Veuve Noire », est tristement célèbre pour avoir été une des tueuses en série les plus calculatrices de l'histoire criminelle américaine. Ces actes macabres, motivés par un gain financier, ont ébranlé la société et nécessité des mesures de sécurité rigoureuses une fois incarcéré. Les crimes de Buenoano se sont étendus sur plusieurs années, débutant avec l'empoisonnement à l'arsenic de son mari, James Goodyear, en 1971, afin de toucher les bénéfices de son assurance-vie. Sa série de meurtres ne s'est pas arrêtée là. En 1980, elle a noyé son fils handicapé, Michael, et a été impliquée dans la mort mystérieuse de plusieurs autres membres de sa famille. Après la mort de son fils, Buenoano a ouvert un salon de beauté à Gulf Breeze, en Floride, et a commencé une relation avec John Gentry. Elle l'a convaincu de souscrire une police d'assurance vie évaluée à 500 000 $, avant d'augmenter secrètement la somme assurée sans son consentement. Elle a tenté de l'empoisonner avec des gélules de vitamine C contenant une substance toxique, qui lui ont causé de graves nausées. Bien que Gentry ait survécu à cette tentative d'empoisonnement, il a failli perdre la vie dans une explosion de voiture orchestrée par Buenoano. La police a ensuite trouvé chez elle du matériel correspondant à celui utilisé pour piéger la voiture de Gentry. Judy Buenoano a été initialement condamnée à 12 ans de prison pour l'attentat à la voiture piégée, mais son implication dans d'autres meurtres a rapidement été mise en lumière, aboutissant à de multiples condamnations. Charles Manson, figure emblématique du crime et gourou d'une secte meurtrière, est resté une figure inquiétante bien au-delà de ses infâmes actes commis à la fin des années 60. À la tête de ce qui est devenu tristement connu sous le nom de « la famille Manson », il a orchestré une série de meurtres brutaux qui ont profondément marqué l'histoire criminelle américaine. Les événements les plus notoires dirigés par Manson ont eu lieu les 8 et 9 août 1969, lorsque ses disciples ont exécuté de manière barbare l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois, ainsi que 4 autres personnes présentes dans sa résidence, incluant Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Jay Sebring et Stephen Parent. La violence de ces meurtres s'est poursuivie la nuit suivante avec l'assassinat brutal de Leno et Rosemary LaBianca,
consolidant la réputation macabre de Manson et de son groupe. L'influence de Manson ne s'est pas limitée à ses adeptes, elle a également semé la terreur derrière les barreaux. Même en prison, Manson a continué à être une figure de proue du chaos, intimidant les gardiens ainsi que d'autres détenus. Sa capacité à manipuler, combinée à ses accès de violence, lui a valu une réputation durable de dangerosité. Cette aura d'influence terrifiante n'a fait que renforcer l'image publique de Manson comme l'une des figures les plus sinistres de l'histoire criminelle américaine. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres contenus passionnants, n'hésitez pas à cliquer sur les cartes à l'écran maintenant. Restez avec nous pour encore plus de découvertes fascinantes. Cela encourage les spectateurs à rester engagés et à explorer davantage de contenus sur votre chaîne.